Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial. C'est en effet le 300e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors je ne compte pas les hors-séries et les épisodes consacrés à la préparation du marathon pour tous, mais c'est tout de même un chiffre symbolique, une étape de plus dans ce projet que je mène depuis près de 5 ans et dans lequel je prends toujours autant de plaisir. Alors, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, que vous soyez là depuis le tout début ou que vous ayez découvert le podcast en cours de route. Grâce à vous, on continue chaque semaine à courir plus loin, plus fort, mais surtout ensemble. Alors pour passer ce cap, j'avais envie de vous proposer un épisode qui va être utile et concret avec un expert de terrain que vous avez déjà entendu sur le podcast en la personne d'Alexandre Germain, kinésithérapeute du sport, kiné des Bleus en équipe de France de football et également formateur à la clinique du coureur. Notre thématique du jour, ce sont les blessures musculaires. Ces pépins que l'on connaît tous de près ou de loin, qui font mal, qui nous frustrent, qui nous arrêtent parfois, mais qui peuvent surtout se prévenir et se traiter intelligemment. Alors, au programme de l'épisode, de nombreux questionnements, je ne vais pas vous les énumérer de façon exhaustive, mais nous allons voir comment distinguer les crampes, les courbatures ou les contractures. Quels sont les différents stades de cette blessure musculaire, de l'élongation jusqu'au claquage? Quel est le protocole de soins à suivre, et ça dès les premières heures post-blessure? Comment va-t-on pouvoir reprendre la course à pied en toute sécurité, mais surtout prévenir d'une éventuelle récidive? Que faire quand on a déjà été blessé? Alexandre, que je remercie une nouvelle fois de sa venue sur le podcast, vous partage tout cela avec clarté, bienveillance et sans langue de bois. C'est un échange encore dense qui devrait vous permettre d'éviter bien des pépins, mais surtout de courir plus longtemps avec plaisir et sans ces bobos. Blessure musculaire, ce que j'aurais aimé savoir plus tôt en tant que coureur, avec les conseils d'Alexandre Germain. C'est le 300e épisode du podcast À côté de mes pompes, pour lequel je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandre, c'est encore un plaisir de t'accueillir sur le podcast À côté de mes pompes. On va à nouveau traiter d'un problème que les coureurs peuvent rencontrer. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder avec toi les blessures musculaires. Mais tout d'abord, sois le bienvenu à nouveau sur le podcast. Merci Seb, et puis écoute, c'est un plaisir partagé de pouvoir intervenir à tes côtés et de pouvoir essayer d'apporter des conseils judicieux à nos amis coureurs qui malheureusement sont amenés à se blesser, et de faire en sorte qu'ils se blessent moins et qui courent plus souvent et mieux et si possible sans se blesser. Donc on va essayer de répondre à toutes tes questions aujourd'hui. Alors c'est tout l'enjeu de cet épisode, de faire un petit peu le spectre de ces blessures liées aux muscles. C'est ce qui nous propulse, qui nous permet de courir un tout petit peu plus vite. Est-ce que ce sont déjà des blessures que tu rencontres peut-être aussi fréquemment que ce qu'on a déjà abordé, à savoir les tendinites d'Achille, les problèmes de genoux, les périostites, ou est-ce que c'est un petit peu plus marginal? Faut savoir aujourd'hui que tout sport confondu, dont la course à pied, les lésions musculaires sont les blessures en termes d'incidence qui sont les plus fréquentes dans le sport. Donc oui, bien sûr, on en voit et on en voit beaucoup. Ou du moins on devrait en voir beaucoup. La problématique de ce type de blessure, c'est que c'est des blessures qui sont ce qu'on appelle nous à métabolisme élevé, c'est-à-dire que c'est des blessures qui cicatrisent très très vite, et qui parfois et souvent amènent à ce que le sportif ne consulte pas parce que se sent vite mieux. Maintenant, est-ce que s'il sent mieux au point de pouvoir recourir et ne pas se blesser, ça c'est autre chose. Mais c'est fait que c'est peut-être aussi pour ça qu'on les a pas en première intention, mais plutôt en deuxième ou troisième, après avoir récidivé malheureusement trop souvent. C'était ma question. Est-ce qu'il faut faire l'erreur du « je cours quand même » lorsque l'on rencontre ce type de pathologie ? Comme toute blessure, je dirais à partir du moment où on a une blessure, une alerte, comme je dis tout le temps, votre corps vous parle. Et une blessure musculaire, comme une entorse de cheville par exemple, on se doit d'être amené à consulter.
parce que c'est une alerte du corps qui nous fait dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, qui s'est passé. Et donc, il faut pas le prendre à la légère, il faut venir consulter et faire ce qu'il faut pour récupérer rapidement, mais surtout récupérer bien. Quelle différence, Alex, tu peux faire entre une fatigue musculaire liée à un effort, ce qu'on peut avoir après une séance, bien souvent les contractures qui surviennent le lendemain ou le surlendemain, et une atteinte ou une lésion musculaire qui va là entraîner peut-être des conséquences un petit peu plus douloureuses avec la vigilance qu'il faut prendre dans ce type de blessure. Évidemment, quand on parle de muscles, il y a différentes blessures qui sont en lien avec le muscle. Parmi ces blessures, il y a les blessures, ce qu'on appelle sans atteinte de la structure anatomique, comme peuvent l'être les contractures, comme peuvent l'être les crampes, comme peuvent l'être sur un autre point les courbatures. Ça, c'est déjà des prémices de potentielles blessures musculaires dans le sens, ce qu'on pouvait appeler avant vulgairement élongation ou claquage ou déchirure. Euh, la courbature, c'est ce qu'il y a le plus fréquemment rencontré, on va dire. La courbature, c'est que il y a il y a une surcharge au niveau du tissu musculaire, mais il n'y a pas obligatoirement d'atteinte anatomique de la structure. C'est-à-dire qu'elle n'est pas cassée. Il y a une souffrance en lien avec une réaction généralement œdémateuse autour des fibres musculaires qui provoque des douleurs, mais qui sont des douleurs plutôt généralisées dans tout le muscle concerné, dans tout le muscle sursollicité, qui amènent des douleurs globales et qui généralement mettent quelques jours pour récupérer et pouvoir mieux repartir. Mais on peut repartir suite à une courbature parce qu'il n'y a pas d'atteinte anatomique. Donc il faut juste laisser le temps de récupérer et de repartir progressivement dessus. Mais il faut considérer ça déjà comme une alerte où on a légèrement titillé la zone rouge et que si on la titille encore un peu plus fort, on peut s'exposer, là, cette fois-ci, à une atteinte anatomique du muscle. Et là, auquel cas, on passe dans des lésions anatomiques du muscle de grade, ce qu'on appelle, avec des grades 1, des grades 2, des grades 3, ce qu'on appelle la lésion, l'élongation ou la déchirure ou claquage. Pourquoi, Alexandre, les courbatures n'interviennent pas tout de suite après ou parfois le lendemain? C'est bien souvent à J+2 qu'on va se sentir un petit peu plus faible avec des douleurs qui peuvent être un petit peu exacerbées. Est-ce que c'est le corps qui travaille pendant ce laps de temps à distance de la séance? En fait, si les courbatures augmentent progressivement avec le temps, et on a toujours pour habitude de dire que le pic d'incidence de ces, en termes de symptômes, en termes de gènes occasionnés par les courbatures sont entre 24, 48, 72 heures. Imaginez, sous un autre aspect, je vous tape très très fort une partie de votre corps, il y a un hématome qui va apparaître. Potentiellement. Cet hématome, il va faire de plus en plus mal au fur et à mesure, il va diffuser, il va grossir. Et plus il va grossir, plus il va amener de pression et plus il va faire mal. On va dire que la courbature, c'est un peu la même chose, dans le sens où il y a un excès de contrainte sur la fibre musculaire. Cet excès de contrainte va provoquer une réaction œdémateuse. Et cette réaction œdémateuse, le temps qu'elle diffuse, les douleurs vont être un peu décalées en lien avec cette diffusion. Donc, premier conseil, s'il y a trop de courbatures, c'est qu'on a poussé et mis le curseur un petit peu trop loin sur ce que le corps était capable d'endurer. On va dire qu'on a bien travaillé. Et on a bien travaillé, ça nous fait dire qu'on a bien travaillé aux limites de ce qu'on peut faire. Mais si on va au-delà, là, ça va devenir du trop travaillé avec une augmentation significative du risque cette fois-ci de se blesser. Donc c'est un indicateur comme quoi ma séance a été plutôt qualitative, mais aussi une alerte comme quoi il ne faut pas faire plus. Alors tu vois, sur la semaine écoulée, il y a eu beaucoup de choses avec formation, un déplacement sur Paris, comme tu le sais, pour assister au match de l'équipe de France. J'ai ressenti dans les jours d'après, la nuit, comme des crampes. Est-ce que c'est un signe que la fatigue était là, sachant que j'ai pas énormément couru sur les jours précédents? Qu'est-ce que ça peut indiquer, ces crampes qui vont survenir la nuit? Bon, alors là, attention sur le sujet des crampes. Est-ce que c'est vraiment des crampes? Déjà, déjà une crampe, c'est tout simplement un muscle qui se met à se contracter et qui reste contracté, alors que généralement il y a une alternance contraction, relâchement, si ce n'est que là, il engage son processus de contraction et il reste dans un état de contraction. C'est ce qui fait que ça fait mal. Et après, il faut distinguer dans ces crampes deux types de crampes. Il y a les crampes en lien avec l'effort
Et puis, il peut y avoir effectivement les crampes nocturnes. Les crampes nocturnes, généralement, il y a d'autres origines à cela qui ne sont pas en lien direct avec le sport. La crampe en lien avec le sport, c'est celle qui apparaît en cours d'activité. On avait fait un épisode sur ce sujet-là au niveau des crampes et on avait tout de suite balayé le manque d'hydratation. On a associé souvent cette liaison. Et si tu veux en refaire un petit focus, parce que c'est bien, je pense, d'enfoncer les portes par rapport à ces sujets en lien avec le muscle, justement. Exactement. Sur les crampes, aujourd'hui, pour être très, très honnête, on ne sait pas trop de quoi ça provient. Il y a quand même pas mal d'études qui se sont penchées sur le sujet, en l'occurrence des études en course à pied. Et je donnerai l'exemple d'une étude qui a été faite chez les coureurs à pied, chez des marathoniens, où ils ont essayé de voir un peu, de distinguer les populations qui, pendant le marathon, avaient eu des crampes et pas de crampes. Et en amont de cette course, ils avaient fait tout un tas de prélèvements, que ce soit urinaire ou sanguin, et puis d'autres marqueurs associés. Et puis, ils sont venus comparer les marqueurs en post-course à 24 heures, 48 heures de la course, dans le groupe qui a vu des crampes et pas de crampes. Et en fait, il n'y a pas de grosses choses qui ressortaient de manière différente et significative. Le gros marqueur qui ressortait, c'est ce qu'on appelle un taux de CPK. Le taux de CPK, c'est un marqueur de dégradation au niveau de l'organisme, qui est en lien avec l'activité sportive, qui est normal, mais qui était beaucoup plus marqué chez les gens qui avaient eu des crampes ou pas de crampes. Ce qui nous laisse présager que potentiellement, ceux qui ont des crampes sont des gens qui ne sont pas spécialement prêts à l'effort auquel ils se soumettent. Au niveau, Alexandre, de ces différents grades, tu parlais tout à l'heure de grade 1, grade 2, grade 3 pour les niveaux de blessures, niveau de gravité de ces lésions musculaires. Est-ce qu'on peut les détailler? On a parlé donc de ces courbatures liées à l'effort. Qu'est-ce qui se passe si on monte d'un step avec le premier grade, justement? Quand on parle de grade, déjà, c'est que plus les grades montent, plus on atteint avec la gravité de l'atteinte structurelle du tissu. Donc en fait, c'est en lien avec la longueur, la largeur, la hauteur de la lésion. Et si je passe d'un grade 2 à un grade 3, le grade 3, l'étendue est plus importante que le grade 2. La lésion est présente, mais elle est plus importante en superficie. Donc c'est ça ce qui distingue les différents grades. Le grade 0, il n'y a rien. Et le grade 4, qui est le grade ultime, c'est la rupture partielle ou rupture totale du muscle du tendon. Mais avant la rupture, on peut avoir l'élongation. Comment on peut la caractériser? Comment on va pouvoir la repérer si on est en pleine séance? On se dit, tiens, c'est peut-être même pas en pleine séance qu'on va s'en rendre compte. C'est peut-être le lendemain qu'on va commencer à boiter un petit peu et ressentir une gêne. On va dire que l'expression de ces douleurs, de ces lésions est en lien avec le type d'effort et est proportionnelle en fonction de la gravité de la lésion. Mais généralement, une lésion musculaire, c'est quelque chose qui survient suite à un effort. Je dis toujours, la lésion musculaire intervient de manière très précise, très localisée, et souvent en lien avec un effort à haute intensité, haute amplitude. Donc le sportif sait généralement à quel moment il s'est blessé. Et la différence entre les grades, c'est que un grade mineur, ça peut être un sportif qui ressent une petite pointe au niveau musculaire, mais qui ne l'empêche pas de pouvoir potentiellement continuer. Et puis, il y a celui qui se fera une plus grosse blessure musculaire, où là, il va sentir un coup de poignard, une décharge électrique, un claquage, un claquement, qui lui va l'amener à s'arrêter de fait parce qu'il ne peut plus continuer tellement l'atteinte est importante. Donc c'est ça ce qui différencie un peu les grades. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la lésion musculaire, c'est quelque chose de très localisé. C'est quelque chose qui apparaît, grande majorité des cas, suite à une intensité assez importante avec une notion d'amplitude importante et qui, dans la grande majorité des cas, amène à ne pas pouvoir poursuivre l'activité physique et sportive. Est-ce qu'il y a des profils de coureurs qui vont plutôt être sujets à ces blessures musculaires? Entre un marathonien qui va avoir des intensités beaucoup plus lentes et un sprinter ou un coureur de 5-10 km qui va peut-être s'engager un petit peu plus sur le plan de la biomécanique, est-ce que tu rencontres des différences ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de catégorie, de profil de coureur qui se dégage de ces blessures musculaires?
Bah, effectivement, après, quand on parle de blessures musculaires, bah, il y a différents muscles, différents groupes musculaires. Et effectivement, bah, les lésions musculaires diffèrent un peu en fonction des pratiques du type de course à pied. Un sprinter, par exemple, il sera plus à même de se blesser au niveau des ischio-jambiers. Pourquoi? Parce que l'ischio-jambier, c'est un muscle de vitesse. Et bah, le sprinter est soumis à de la vitesse, et donc le muscle est plus mis à mal. Et donc les lésions musculaires ressortent plus souvent. Un ischio-jambier, par exemple, étant un muscle de vitesse, chez un marathonien, s'il fait juste que de l'entraînement à base d'endurance fondamentale, la probabilité est très, 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 très faible qu'il se blesse au niveau des ischio-jambiers parce qu'il n'est pas soumis à de la vitesse et à de l'amplitude. Sauf si dans son entraînement, il vient mettre des séances qualitatives, où il va faire des séances d'intensité, et là, il pourra être exposé à la blessure. Mais à allure régulière, à allure course, il y a peu de probabilité qu'il se blesse au niveau des ischio-jambiers. En revanche, si on prend le mollet, par exemple, le mollet, lui, on sait que globalement, quelles que soient les vitesses à laquelle je cours, son taux de sollicitation est relativement important, et ce, quelles que soient les vitesses. Ce qui fait que la blessure au niveau du mollet, elle peut intervenir chez un marathonien comme chez un sprinter. Quelles seraient finalement les recommandations qu'on va pouvoir apporter aux auditeurs pour prendre soin de leurs muscles? Est-ce que ça passe lors d'une séance de qualité, d'un échauffement qui va être vraiment adapté à la séance? Quel serait le protocole pour prendre soin de ces tissus et éviter de les entraîner jusqu'à cette élongation, cette déchirure ou ce claquage? Encore une fois, effectivement, tu parles de notion d'échauffement. Déjà, il n'y a pas un échauffement, il y a des échauffements. Effectivement, l'échauffement fait partie, est une partie capitale de la séance d'entraînement. Maintenant, il est clair que si je fais l'entraînement avec du travail intermittent, du travail d'intensité, voire du travail de sprint, mais il est clair que l'échauffement ne sera pas du tout le même que si je vais courir faire une séance d'endurance fondamentale. L'échauffement, il doit préparer le muscle, les articulations, le tendon à la séance, au contenu de la séance. Donc c'est clair que si mon échauffement est bâclé, que je suis amené à faire une séance de vitesse, ma probabilité de me blesser, elle augmente. Ça veut pas dire que je vais me blesser, mais j'ai quand même plus de chances de le faire. Si je m'échauffe bien, bah, la probabilité baisse. Cependant, ça n'exclut pas le risque, parce que aujourd'hui, la blessure musculaire, comme tout un tas d'autres pathologies, pour l'avoir déjà évoqué dans d'autres podcasts avec toi, savoir que la grande majorité des blessures surviennent à lui trop vite, trop fort, à trop de charge. Et quand on parle de charge, il y a la charge d'entraînement externe qu'on applique aux sportifs, mais il y a aussi la charge interne, de comment il réagit à cette charge externe. Et puis il y a d'autres facteurs qui influencent, comme le sommeil, l'alimentation, la sphère familiale, professionnelle et biopsychosociale. Donc tout ça, c'est un tout en fait. Et quand il y a un trop-plein quelque part, eh bien la lésion musculaire, comme d'autres, c'est un moyen d'expression du corps, de dire bah, j'en ai marre. C'est vrai que ça survient en plein effort. On ne s'y attend pas. Ah, 10 secondes avant, ça allait très bien, ça claque, et là, c'est fini. exactement. Ça, c'est clair que la lésion musculaire, ça, elle intervient pendant l'effort. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. C'est pas avant, c'est pas après, c'est pendant un effort. Il faut solliciter le muscle pour qu'on atteigne ses limites et potentiellement les dépasser, qui amènent à la lésion. Et je trouve que là, l'effet de groupe, il peut être parfois délétère pour l'apparition de ces blessures parce que on veut être aussi performant que le copain qui va courir vite devant, essayer de le rattraper. Et à un moment donné, bah, ça finit par lâcher. Enfin, j'ai été moi-même le sujet de ce type de blessure, à vouloir dans un groupe, bah, tu arrives, tu veux pas forcément baisser de pied, tu continues, tu pousses, et puis à un moment, clac. Et là, bah, obligé de s'arrêter, et c'est pas forcément hyper agréable. Et en fait, quand tu remets un petit peu le fil de cette histoire-là, je le savais, puisqu'à vouloir suivre quelqu'un qui allait beaucoup plus vite que moi, bah, je savais qu'à un moment donné, ça n'allait pas tenir. Et ça a claqué. Donc après, c'est par ces expériences-là qu'on apprend. Mais on peut le dire aux auditeurs, faut pas forcément essayer de suivre le copain qui est beaucoup plus rapide que soi. C'est un peu les avantages et les limites des séances collectives. Et les séances de club, c'est que bah, quand on commence à faire des séances d'intensité, celles-ci doivent être individualisées, et que malheureusement, bah, si on les fait de manière collective sur les mêmes distances et les mêmes vitesses, bah, il y en a pour qui ce sera adapté, il y en a pour qui ça ne le sera pas, il y en a pour qui ce sera facile, il y en a pour qui ce sera plus difficile. Et on en revient encore à la même problématique. C'est que quand je vais au-delà de mes limites, quand je surcharge mon organisme, bah, je m'expose un peu plus à la blessure. Donc le collectif, c'est bien, ça stimule. Mais à l'inverse, ce qui est bien, c'est que ce collectif-là, c'est que ça soit des groupes qui soient de niveau, pour que justement on puisse avoir cette émulation collective sans être non plus dans la surcharge.
À partir de quel moment, Alex, on va pouvoir dire qu'il faut arrêter strictement l'activité? Quel est le curseur? Quels sont finalement les signes qui montrent que là, on a été trop loin et qu'il faut absolument stopper, autant sur peut-être certaines pathologies. On en avait parlé sur la tendinite d'Achille, avec 0, 1, 2, on peut aller continuer à entretenir un petit peu le tendon, il a besoin d'être stimulé. Là, pour le muscle, comment on procède? Est-ce que c'est un arrêt strict dès qu'il y a ce signe de lésion sur le muscle? Ah bah oui, comme toute lésion, je dirais qu'à partir du moment où il y a une alerte, il y a une douleur, ça implique un arrêt. Donc ça c'est clair, faut s'arrêter. Maintenant, comme je le disais, la lésion musculaire, contrairement à d'autres types de tissus comme le tendon, l'os ou le cartilage, c'est quelque chose qui a cette capacité à cicatriser beaucoup plus vite. Donc on va vite beaucoup mieux. Mais comme pour la plupart des autres pathologies, à partir de quand je peux courir? À partir du moment où j'ai plus mal à la marche. Je peux envisager de courir. Maintenant, quel est mon objectif? Si je me suis blessé en sprintant, ça implique qu'il va falloir que je reprenne à trottiner pour tendre potentiellement à terme vers du sprint. Et pour ça, il y a une marche d'escalier qui est très très haute. Il va falloir mettre des marches intermédiaires pour pouvoir y arriver. Donc il va falloir construire un programme adapté, étape par étape, pour arriver à pouvoir resprinter de nouveau. Mais pas mettre du repos en se disant ça va mieux, et puis après se dire c'est bon, j'ai plus de douleur, je peux m'y remettre. Parce que si je me mets à sprinter sans avoir réhabitué et aidé mon muscle à mieux cicatriser, il va cicatriser, mais il va cicatriser de moins bonne qualité. Donc il va être moins tolérant aux contraintes. Et le jour où je suis une contrainte importante et qu'il n'est pas prêt à ça, la probabilité que je me blesse et redevient de nouveau importante. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument consulter, même si ça va vite mieux dans sa vie quotidienne. Mais quoi qu'il en soit, entre la vie quotidienne et sprinter, pour un ischio-jambier par exemple, il y a un monde qui est colossal, quoi. Et donc pour arriver à ça, il faut se faire guider, aider déjà la cicatrice musculaire à bien se faire de la bonne manière, l'aider à resupporter des contraintes de plus en plus importantes. Et c'est par ces différentes étapes qu'on pourra valider le fait que la cicatrisation est faite et bien faite et que je peux reprendre dans les bonnes conditions avec un risque mesuré. Alors, quelles seraient ces bonnes conditions? Là, tu m'as fait une passe décisive pour aborder le protocole, la prise en charge de ces blessures. Est-ce que l'on va strapper, entourer finalement le muscle pour le protéger? Quelles sont ces différentes étapes dans le protocole de soins? Première des choses, c'est le bon mode au bon moment, comme on a l'habitude de dire à la clinique du coureur. Et dans ce bon mode au bon moment, on distingue deux phases, la phase aiguë qui est la phase inflammatoire, de la phase post-inflammatoire. Et que toute lésion musculaire, la première des choses qu'on se doit de faire, c'est comprimer. Comprimer pour contenir l'œdème ou l'hématome associé en lien avec la lésion musculaire. Chose déjà dite, mais je le répète encore une fois, cette inflammation, elle est importante, cet œdème, il est important parce que c'est ce qui va mettre les bases d'une bonne cicatrisation musculaire. L'inflammation, elle est importante, c'est elle qui va poser les fondations pour la bonne cicatrisation. La compression, elle va être juste là pour contenir l'œdème, faire en sorte qu'il soit pas trop important. Parce qu'on sait qu'un œdème ou un hématome trop important suite à une lésion musculaire, il va être néfaste à la bonne cicatrisation. Parce que potentiellement, il va mettre le tissu en hypoxie. Il va brider l'apport d'oxygène au niveau du muscle. Donc, ça va brider les bonnes bases cicatricielles. Donc, il n'en faut pas trop. D'où l'intérêt de comprimer pour le contenir. Mais il en faut un minimum pour justement que les bases inflammatoires et les bases cicatricielles puissent se faire. Donc, on ne cherche pas à réduire l'œdème qui était en lien avec la lésion musculaire. On cherche juste à le contenir et faire en sorte qu'il ne soit pas trop important. Et comprimer combien de temps? Le temps de cette phase inflammatoire et le temps aussi que la fonction du quotidien soit meilleure. Donc à partir de quand j'enlève ma compression? À partir du moment où ma lésion musculaire dans mon quotidien ne me fait plus mal, j'ai plus de raison de la porter, donc je peux l'enlever. Maintenant, est-ce que je peux reprendre l'activité physique sportive? Sûrement pas. Il faut passer par la case rééducation. Quelle que soit l'importance de la blessure musculaire, son grade, il faut commencer par la rééducation. Et cette rééducation sera une rééducation active qui aura pour but de proposer des exercices, je ne dirais pas de renforcement, mais d'exercices de sollicitation du muscle pour guider sa cicatrisation et faire en sorte que cette cicatrice soit plus forte, plus solide, plus tolérante. Donc tu vas réaligner les fibres musculaires pour qu'elles reviennent, entre guillemets, dans le bon sens, quoi. En partie. Qu'elles soient en mesure de pouvoir répondre aux contraintes du terrain.
Est-ce que l'hématome, c'était une question d'une auditrice, il est souhaitable de le ponctionner s'il est trop important? Est-ce que ça vous arrive d'aller retirer cet hématome dans un muscle qui aurait été vraiment là très très lésé? Alors généralement, il faut savoir qu'on a coutume de dire que quand il y a hématome, généralement ça correspond à un grade 3. C'est-à-dire que sur les je vous ai dit 0, 1, 2, 3, 4, s'il y a hématome, c'est un signe qui nous fait penser qu'on est sur un grade 3. L'hématome, il faut savoir qu'il est pas toujours on va pas toujours le voir. Il va pas toujours remonter à la surface. C'est pas pour autant que j'ai pas un grade 3 et c'est pas pour autant que j'ai pas un hématome. L'hématome, il peut être profond et on le verra pas visuellement. Par contre, on pourra le voir et on le verra à l'échographie. Et effectivement, la question peut se poser sur cet hématome de savoir s'il faut le ponctionner ou pas. Dans la grande majorité des cas, on le ponctionne pas. Les conditions pour ponctionner un hématome, c'est que il est diffusé de manière trop importante, et auquel cas, généralement, c'est en lien avec le fait que j'ai pas comprimé, parce que si j'ai comprimé, je le contiens. Et et donc, s'il est trop important, comme je disais, trop de pression, ça peut mettre le tissu en hypoxie et ça peut gêner la cicatrisation. Et la deuxième raison qui est vraiment capitale pour amener à ponctionner un hématome, c'est quand cet hématome commence ce qu'on appelle à se cloisonner. C'est-à-dire que autour de l'hématome, il y a une espèce de poche qui vient se faire, et l'hématome va être cloisonné, et donc du coup va être emprisonné au sein d'une poche. Et là, c'est une grosse problématique, et ça, c'est une des raisons sur lesquelles il faut ponctionner. Pourquoi? Parce que l'hématome étant emprisonné, vous aurez beau utiliser toutes les techniques pour essayer de le drainer, de le diffuser, mais il diffusera pas. Et donc, un hématome, c'est un peu comme une mare à canard où l'eau, elle croupit, elle stagne, il n'y a pas de mouvement. Eh bien, cet hématome, qu'est-ce qu'il va faire avec le temps? Il va se fibroser, voire même s'ossifier. Et ça peut être une source de problème pour la suite. Donc, effectivement, l'échographie peut être un atout très important pour mettre en avant le degré lésionnel de la blessure, mais aussi pour potentiellement mettre en avant un hématome et un hématome qui est en train de se cloisonner, et auquel cas le radiologue, en lien avec le médecin traitant ou du sport, peuvent prendre la décision à l'instant T de venir faire une ponction écho-guidée. Donc il va venir mettre l'aiguille avec l'aide de l'échographie pour vraiment mettre l'aiguille là où il faut et venir ponctionner pour éviter les complications secondaires. La difficulté dans ce type de blessure, tu dis, ça cicatrise vite. Et c'est difficile d'avoir accès au parcours de soins, d'avoir un rendez-vous déjà chez son généraliste, d'avoir une échographie pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. En tant que kiné, toi qui as les sportifs à portée de main et à portée de doigt, tu arrives à déceler ces aspérités, ces muscles vraiment contractés, douloureux. Comment vous procédez dans un parcours de soins, quelqu'un qui se blesse? Est-ce qu'on peut venir directement en cabinet pour justement comprimer? Comment on fait pour comprimer un muscle qui aurait été fragilisé ou atteint par ce type de blessure? Alors, je dirais que je serais de dire déjà, pour comprimer, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études de médecine pour le faire. Faut juste, alors on utilise généralement ce qu'on appelle des bandes élastiques non adhésives. Je vais citer des marques, mais il n'y a pas une meilleure qu'une autre. Il y a du Coeban, il y a du Coplus, il y a du Tensoplus. Ça, ce sont des bandes qui sont auto-adhésives, c'est-à-dire qu'elles collent sur elles-mêmes, mais il n'y a pas de colle vraiment direct qui vienne coller la peau. Donc c'est ce type de bande qu'on vient utiliser. Et puis comprimer, on vient tout simplement serrer la cuisse ou le mollet en fonction. Maintenant, à quel degré de pression je viens comprimer, vous savez, il y a une chose très très simple, c'est-à-dire que si je comprime trop, je vais vite le savoir. Parce que si je comprime trop, je risque de mettre un frein à la bonne vascularisation, que ce soit les échanges artériels ou veineux. Et donc du coup derrière, je vais avoir des conséquences où je vais avoir mes extrémités qui vont progressivement s'engourdir, où je vais avoir un afflux sanguin qui est moins bon, et puis du coup je vais avoir le pied, je vais avoir l'impression qu'il gonfle, tous ces petits signes vasculaires qui nous font dire que ouais, là j'ai peut-être un peu déconné, j'ai peut-être comprimé un peu fort. Et donc du coup il faut comprimer de telle sorte à ce que j'ai pas ces effets secondaires, et de là on saura qu'on en a pas trop mis, et que la compression aura son efficacité sans avoir d'effet délétère sur la vascularisation. Ça c'est important. Et puis après, je suis en train de te dire, pourquoi aussi en partie on en voit peu ou pas assez de lésions musculaires, parce qu'effectivement on est confronté à quelque chose qui va vite, et les patients, même s'ils cherchent à bien faire, quelqu'un qui se blesse le dimanche,
Eh bien, normalement, on est dans une médecine du sport, et une médecine du sport est une médecine d'urgence. À savoir, si je me blesse le dimanche sur une lésion musculaire, je me dois de pouvoir voir mon médecin le lundi. Et donc, nous, médecins du sport ou kinés du sport, on se doit d'avoir des créneaux d'urgence pour pouvoir voir ces gens rapidement. Et c'est ça ce qui est la limite aujourd'hui, la problématique. Donc, comment s'entourer? C'est déjà d'avoir un médecin du sport. Déjà, il est médecin du sport, il sait que la lésion musculaire, faut pas laisser traîner, il faut la voir rapidement. Donc, un médecin du sport se doit d'avoir des créneaux d'urgence le lundi. Et donc, je vois le médecin. Et après, comment on met en avant une lésion musculaire? C'est simple, hein, on a des tests qui nous permettent de savoir, en lien déjà avec l'historique du patient, qu'est-ce qu'il a ressenti, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé derrière. Déjà, avant d'examiner, on a déjà une probabilité qui est plus ou moins forte que ce soit une lésion musculaire. Et puis de là, on va venir la confirmer via des tests cliniques qui vont nous permettre de valider la lésion et sa gravité. Et de là, on enchaîne après sur une rééducation qui sera très courte, hein. Ça va pas durer des mois parce que, comme évoqué, ça va très vite. Donc c'est de l'ordre de quelques jours à quelques semaines, dans le pire des cas. Et là, on aura affaire à un kiné, du sport ou pas, mais si on prend kiné du sport, un kiné du sport, même chose, de par sa définition, pour moi, il se doit d'avoir des créneaux d'urgence pour prendre ces gens rapidement. Si on vous propose un créneau dans 15 jours, 3 semaines, il est clair que votre muscle aura eu le temps de cicatriser. Maintenant, est-ce qu'il aura bien cicatrisé? Sûrement pas, mais c'est clair qu'il sera pas trop tard, mais on aura perdu du temps, c'est certain. L'utilisation de la glace, les poches de glace que l'on peut mettre, est-ce que ça aide à limiter cet hématome dont on parlait tout à l'heure, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de preuves scientifiques et d'utilité? La glace en elle-même, si vous la mettez, appliquez-la, oui, si vous voulez. On va dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances par rapport à ça. C'est appliqué de manière, on peut dire généralisée, mais pas loin. Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Oui, sur le côté antalgique, ça peut calmer un peu vos douleurs. Maintenant, est-ce que c'est le traitement de choix qu'il faille faire? Sûrement pas. La chose principale qu'il faille faire, c'est comprimer. Si tu fais que comprimer, tu auras déjà fait 90% du job. Maintenant, si tu comprimes et que tu ajoutes de la glace dessus pour avoir un effet antalgique, why not? Mais par contre, si tu mets de la glace et que tu comprimes pas, t'as fait une grosse connerie. Des sportifs, Alexandre, qui viendraient à se rompre complètement un muscle, un quadriceps rompu, est-ce que ça existe en course à pied, ou un ischio? Est-ce que tu as déjà vu, ou est-ce que c'est vraiment des atteintes de grade très importantes, mais pas totales? Quadriceps en course à pied, rarement, sauf chez les sprinteurs. Mais sur ce qui est demi-fond, fond, ah, pourtant c'est quand même 30 ans que je pratique et la lésion musculaire c'est un peu ma spécialité, j'en ai pas vu. En sprint, oui, les ischio-jambiers, clairement, ça peut arriver, et le mollet, ça peut aussi arriver. Auquel cas, de toute façon, les signes de gravité sont clairs. La douleur est hyper importante, elle est hyper invalidante. Généralement, on associe une notion de claquement. Les gens te disent, ouais, j'ai l'impression que ça a vraiment claqué, voire même des fois, les personnes autour l'entendent. Là, c'est clair qu'il y a encore plus un caractère d'urgence. Il faut vraiment consulter, il ne faut pas laisser traîner, pour faire en sorte que la prise en charge soit optimisée. Mais oui, ça arrive et il ne faut pas le négliger. En termes de récidive, tu le disais tout à l'heure, c'est des sportifs qui n'ont peut-être pas prêté attention dans un premier temps à ce type de pathologie. Est-ce qu'il y a quand même moyen de revenir un petit peu en arrière et de reconsolider ce muscle qui aura été endolori et mal pris en charge, voire pas du tout pris en charge dans un premier temps? Alors déjà, on sait que quelle que soit la prise en charge, à partir du moment où tu te fais une blessure, ça c'est bien documenté au niveau scientifique, que ça soit pour les ischio-jambiers et le mollet, une blessure augmente statistiquement le risque de t'en faire une deuxième. Donc ça, c'est clair. À partir du moment où tu en as fait une, quoi qu'il en soit, tu as plus de chances de t'en faire une deuxième. Et tu as encore plus de chances de t'en faire une deuxième si tu n'as pas une bonne prise en charge au départ. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour une prise en charge? Non, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais non, il est jamais trop tard. On peut toujours faire quelque chose pour diminuer ce risque. Mais l'idée, c'est de pas en faire une première, hein, comme tout, hein. Et donc là, la prévention, elle prend tout son sens. Et nous, notre rôle, on va dire qu'aujourd'hui, mettons à haut niveau, notre rôle, c'est de pas en faire une première. Parce que la première appelle la deuxième, puis la deuxième appelle la troisième, et ça, c'est exponentiel. Donc, faut faire attention à ça. Et puis aussi, ce qui peut se passer, qui augmente le risque de se reblesser,
c'est quand on n'est pas pris en charge la première fois. Alors, faut savoir si j'en fais une, j'ai plus de chances d'en faire une deuxième, mais j'aurai encore plus de chances d'en faire une deuxième si j'ai pas fait de soins. Parce que si j'ai pas fait de soins, bah, je vais avoir une cicatrice qui est généralement imparfaite, qui peut être amenée à ce qu'on appelle avoir des cicatrices fibreuses. Donc c'est une zone au niveau du muscle qui a cicatrisé, mais qui a mal cicatrisé, qui fait qu'elle n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas efficiente. Et le jour où je lui tire trop dessus, bah, elle peut être amenée à réagir. Ça, on peut agir dessus. Alors pas obligatoirement en cassant cette zone de fibrose, mais en faisant un travail pour rendre cette fibrose plus fonctionnelle, pour qu'elle puisse tolérer l'activité physique et sportive. Donc il est jamais trop tard, mais il est quand même préférable de commencer très tôt. Quels sont les types d'exercices que tu vas mettre en place, sans détailler tout le protocole sur un suivi complet, mais des exemples d'exercices que tu peux mettre en place post-blessure pour réactiver ce qui ne fonctionnait plus chez ce sportif blessé? Alors, l'exercice, déjà, ça va être un exercice qui cible le muscle blessé. Il ne faut pas fuir le travail, au contraire, il faut confronter le muscle au travail. Après, dans les modalités de contraction du muscle, on sait qu'aujourd'hui, il y a différentes modalités de contraction. On parle de contraction excentrique, de contraction concentrique, de contraction isométrique. Sur la partie lésion musculaire, la contraction qui fait foi aujourd'hui, qui est unanime et qui permet vraiment d'optimiser une bonne cicatrisation, c'est la contraction excentrique. Donc pour un même exercice, le fait de le faire sur une dynamique excentrique sera plus bénéfique que le fait de le faire sur du concentrique ou de l'isométrique. Donc déjà, faire l'exercice, et dans cet exercice-là, le faire en excentrique. Après, qu'est-ce qui va être notre guide, savoir si je peux le faire ou pas le faire, si je le fais trop ou pas assez? C'est toujours la même chose, c'est la douleur. Est-ce que j'ai mal? Pas mal. Et on sait qu'aujourd'hui, au vu des recommandations scientifiques et puis on va dire de l'expérience que je peux en avoir, on a pour habitude de venir, il faut venir travailler au seuil de la douleur. Le seuil se situe aux alentours de 3/10. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec un niveau de gêne, mais il ne faut pas que ce niveau de gêne se transforme en douleur. C'est ce qui nous fera dire que on en fait trop. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais ça veut dire qu'il faut un peu plus doser le travail et que dans ce dosage de travail, on a trois gros axes, on va dire, de progression. L'amplitude, pouvoir travailler dans une amplitude complète. Ça, généralement, c'est la première priorité. Deuxième priorité, ça va être de travailler dans cette amplitude complète, mais à charge de plus en plus importante. Et puis, dernier point, d'exposer cette cicatrice musculaire à cette amplitude maximale, à cette charge maximale, mais aussi et surtout à vitesse maximale, pour reproduire un peu, de se rapprocher des contraintes du terrain. Un ischio-jambier, on sait que il se blesse à haute intensité. La haute intensité, elle est en lien avec l'amplitude, elle est en lien avec la charge et elle est en lien avec la vitesse. L'idée, c'est de préparer ces étapes par un travail adapté d'amplitude, de charge et de vitesse. Donc un travail à poids de corps ou avec des élastiques, ce ne sera pas suffisant? Clairement pas. Donc c'est là où il y a les limites aussi. C'est que à un moment donné, on peut faire des choses bien chez soi, mais quand on a une limite matérielle, ça peut être on peut avoir franchi les étapes, mais on peut s'arrêter à un certain niveau de progression par limite matérielle et qui fait que on aura progressé, mais pas jusque là où il fallait, et auquel cas on s'expose au risque de récidive. Et encore plus, ça me fait penser encore plus aux lésions de mollet par exemple, parce qu'on sait que le mollet, à la course à pied, quelle que soit la vitesse à laquelle je cours, il peut supporter des contraintes de 7, 8, 9 body weight, ce qui est hyper important, et ce qui implique que le mollet, là, on n'a vraiment pas de choix que de le confronter à des charges très, 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 très importantes, qui sont de l'ordre de 1,5 à 2 fois le poids du corps. Donc si je fais 80 kg, on va dire qu'en fin de prise en charge sur une lésion de mollet, je dois être pas loin des 120, 130, 140, 150 kg. Et ouais. Donc le Stanish classique, il n'est pas suffisant. Il est bien, mais il a ses limites parce qu'il se fait à poids du corps et que c'est bien pour faire du Stanish, pour faire du poids du corps, mais que quand tu cours, ton mollet il est soumis à beaucoup plus. Et pour qu'il puisse supporter ce beaucoup plus, il faut le soumettre à beaucoup plus et donc il faut le contraindre à des charges plus importantes. Donc c'est le mollet qui prend vraiment toute la propulsion finalement. Il prend pas tout, mais il prend beaucoup. Et souvent les lésions de mollet, ce sont des choses sur le cours à pied qui sont très récurrentes parce que ça va mieux et puis on recourt et puis on a l'impression de ne pas avoir fait grand chose et on s'y refait mal parce que le mollet, dès que je cours, il est vite mis il est mis à très très rude contribution et que pour que ça se passe bien, il faut l'avoir ramené à ça, et là la phase d'optimisation en rééducation est capitale.
Faut accepter ce temps un petit peu plus faible sans course pour passer par ton cabinet ou celui d'un autre kiné du sport, bien évidemment. On va dire effectivement, pour un mollet, là on se précipite, l'expérience me fait dire qu'il faut pas se précipiter à vouloir reprendre la course trop tôt. Parce que comme je vous l'ai évoqué, quelle que soit la course à laquelle, quelle que soit la vitesse à laquelle je cours, le mollet il monte tout de suite dans les tours. Donc ce qui veut donc dire qu'au préalable, il faut vraiment avoir fait un travail pour l'avoir, amené le plus haut possible pour pouvoir prendre les bonnes décisions de reprise. À l'inverse des ischio-jambiers, où on sait que l'ischio-jambier, lui, il est mis à très rude contribution à haute vitesse. Ce qui veut dire qu'avant, la course, on peut la reprendre très tôt, parce que le muscle tolérera sans problème, sous réserve de faire des exercices à côté, qui nous permettront de progresser et de pouvoir valider la possibilité de faire du sprint. Donc les approches sont pas obligatoirement les mêmes, mais quoi qu'il en soit, enfin, sont pas les mêmes dans la progression et l'exposition à la course, mais quoi qu'il en soit, dans la logique, dans la réflexion, c'est d'amener le muscle à supporter de plus en plus de contraintes pour prendre des bonnes décisions. Dans l'autonomisation de tes patients, est-ce que tu les incites à poursuivre le travail après les consultations en cabinet pour continuer l'entretien et la solidification de ces structures musculaires? Pas spécialement. On va dire que la meilleure façon d'entretenir ses qualités et de faire en sorte que je me blesse pas, c'est de poursuivre son activité propre, physique et sportive. Si tu cours, continue de courir et gère bien tes charges d'entraînement. Et si tu gères bien ça, il y aura pas de problème. Par contre, si tu les gères mal, c'est clair que tu te blesseras. Donc, rajouter un exercice pour un exercice, encore une fois, je pense que le meilleur exercice, c'est la course à pied quand tu cours. Alors, il y avait une question de Vincent qui est adepte du trail du côté de l'Auvergne. Il me demandait si on finit crampé au quadriceps après un entraînement, après une course qui a été très, très éprouvante, combien de temps après on peut reprendre? Est-ce qu'il y a une durée ou un timing? Ou est-ce que là, c'est aussi par rapport aux sensations, à la marche et à la vie quotidienne? Je dirais si déjà on a une crampe, c'est que potentiellement la distance que je viens de faire ou l'intensité que j'y ai mis ou le type de dénivelé que j'ai fait était pas adapté à mes capacités du moment. Ou alors peut-être elle l'était physiquement, mais que j'étais pas dans un état de fraîcheur, adapté qui fait que j'ai crampé. Quoi qu'il en soit, j'ai atteint des limites qui me font dire que, j'ai dépassé ces limites. Après la crampe en elle-même, c'est une contraction soudaine et brutale, mais elle passe rapidement la crampe en elle-même. Donc voilà, après combien de temps je dois faire pour récupérer, ça me fait dire que j'ai vraiment atteint des limites. Et puis après, la récupération, elle dépend aussi de la distance que j'ai fait, de l'intensité que j'y ai mis. Donc c'est clair que plus je fais des longues distances avec de la haute intensité, plus mon temps de récupération est important. Mais après, dans la récupération, il va y avoir récupération active, récupération passive. C'est moi et ma fatigue générale, c'est moi et ma fatigue physique et psychologique aussi qui font que je reprendrai et que cette reprise, elle est plus ou moins longue en fonction des coureurs mais quoi qu'il en soit, elle est conditionnée par les sensations et quoi qu'il en soit, doit être très progressive et encore plus progressive si on fait suite à un gros événement en termes de distance et d'intensité. Une crampe qui survient en pleine course, on peut repartir après l'avoir étirée ou c'est compliqué? Oui, alors là, il y en a combien qui crampent sur le parcours, qui s'étirent et qui repartent? Ouais, ça, c'est pas un souci. Ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est cette crampe qui est là généralement, qui vient et qui repart. Donc ça, il y a beaucoup de coureurs sur un parcours qui vont cramper, qui vont s'étirer, qui vont repartir et puis ça va le faire. Il faut pas que la crampe se transforme en contracture, parce que la contracture, c'est ni plus ni moins le stade après la crampe. C'est-à-dire que là, le muscle se contracte, mais là, il se relâche plus. Et là, ça peut être un peu plus problématique, effectivement. Donc non, c'est pas un problème en soi. Maintenant, attention à une chose, ne croyez pas que c'est en lien avec l'hydratation, malheureusement, parce que ça c'est des fausses croyances. Ça sert à rien que je boive plus pour me dire c'est les crampes j'ai pas assez bu, parce qu'il n'y a pas de lien entre la crampe et l'hydratation. Ça veut pas dire qu'il faut pas que je boive non plus, attention, hein. Mais faut pas se surhydrater en se disant c'est ce qui va me permettre de faire passer mes crampes, parce que ça sera pas le cas. Et en plus de ça, en se surhydratant, on s'expose à d'autres problématiques qui sont bien plus importantes que la crampe. Donc attention quand même. Alors moi j'avais une dernière question Alex, avant qu'on fasse le petit bilan, c'est les adjuvants pour entretenir et préparer nos muscles. Je vois en cela les appareils d'électrostimulation, les bottes de compression et également les guêtres, manchons et chaussettes de compression. Est-ce qu'il y a un intérêt à les utiliser, à les porter pour prendre soin de nos muscles avant ou après effort?
Alors, si on prend pendant, par exemple, il n'y a pas de science forte sur le fait que ça permet de prévenir les blessures. Donc, si vous les mettez dans l'idée, c'est ce qui va m'éviter de me blesser, vous faites une erreur. Maintenant, si quand vous les mettez, ça vous apporte un confort, vous avez une sensation plus confortable, faites-le. Mais ne le faites pas en vous disant: «Bah, c'est bon, j'ai mis ça, pas de problème, je peux pas me blesser». Ça enlèvera pas le fait qu'il faut bien s'échauffer, ça enlèvera pas le fait qu'il faut choisir des distances adaptées à ses capacités, ça enlèvera pas le fait que l'entraînement, il faut bien qu'il soit structuré, ça c'est le plus important. Sur l'après-effort, tout ce qui est bottes, tout ce qui est, complexe, tout ce qui est, chaussettes de récupération, cuissards de récupération, c'est des adjuvants. Le bain froid, par exemple, ce sont les adjuvants pour aider en partie à mieux récupérer. Maintenant, il faut pas se tromper il faut pas se tromper d'objectif. C'est pour ça que je mentionnais le nom d'adjuvant. Ce sont des petits plus qui peuvent aider à mieux récupérer, mais n'allez pas chercher ces petits plus si vous oubliez encore une fois l'essentiel. Et l'essentiel, pour bien récupérer, ben, je l'ai dit et répété, et je suis pas le seul à le dire, ça reste une bonne alimentation et un bon sommeil. Donc commençons déjà par bien dormir et bien manger, ce qui est pas le cas de tous. Et si jamais on mange très très bien et qu'on mange très très bien, oui, effectivement, on peut s'intéresser aux adjuvants que sont les bottes de compression, les chaussettes de récupération et tout ça. Mais ne nous trompons pas d'objectif. Mais ça fonctionne, mais n'oubliez pas que la principale source de récupération, c'est bien dormir, bien manger. Alors mon entraîneur me disait qu'il fallait que je me mette les jambes au mur, mais ça c'était un entraîneur de foot qui me disait pour mieux récupérer à la mi-temps, vous mettez les jambes en l'air le long du mur. Ouais, bah tu sais, c'est comme tout, hein. Il y a des croyances qui sont justifiées, et puis d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses sur lesquelles on croit encore et qui se pratiquent encore. On en parlait tout à l'heure de la glace systématique. Bon, voilà, il y a plein de choses qui se véhiculent dans les vestiaires, dans les milieux sportifs, qui sont complètement erronées et j'irais peut-être même des fois jusqu'à dire débiles. Mais il faut savoir que ces croyances-là, généralement, pour qu'elles soient effacées, c'est de l'ordre de 40 à 50 ans pour que ça s'efface complètement. Donc, bah écoute, on se donne rendez-vous dans quelques dizaines d'années, puis généralement, normalement, on devrait être amené à plus en parler de tout cela, mais ouais, c'est pas mettre les gens. Ouais, on va dire que ça peut aider à favoriser le retour veineux, on va dire. Mais est-ce que c'est l'élément essentiel? Je pense pas. On obéissait, on faisait ce qu'il nous demandait, mais après, voilà, sur Exactement. l'efficacité, c'était pas prouvé. Exactement. Mais nous, les premiers dans le médical, on fait encore des choses sur des croyances ou des choses qui sont pas obligatoirement très bonnes. Donc voilà, il faut se baser sur ce qu'on sait et puis bah on sait que quoi qu'il en soit, dans les recommandations qu'on peut avoir, il faut du temps pour que tout ça, ça se diffuse de manière générale et il faut l'accepter. Et que notre rôle aussi, c'est aussi d'informer les gens pour avoir les meilleures pratiques possibles au vu des connaissances actuelles, tout en sachant que celles-ci, elles évoluent et peut-être que dans 1, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ben, on dira peut-être des choses différentes ou des choses qui confirment ce qu'on disait déjà aujourd'hui. Mais ça, c'est la beauté de la recherche et c'est ça ce qui est intéressant. Alex, je te laisse le mot de la fin pour que l'on puisse, comme on le fait à chaque épisode, synthétiser de façon très pratique pour les auditeurs ce qu'il faut faire en cas de blessure musculaire ou surtout ce qu'il ne faut pas faire avec peut-être tes recommandations. On en a parlé tout à l'heure avec un échauffement déjà qualitatif, mais globalement, qu'est-ce que l'on fait quand il y a blessure? Eh bien déjà, savoir qu'une lésion musculaire, ça intervient généralement, sur des efforts intenses. Savoir que c'est une douleur qui est localisée, que suite à ça, bah, la première des choses qu'il faille faire, c'est comprimer la zone, quelle que soit la gravité de la blessure. Du froid, si vous voulez en mettre par-dessus, pourquoi pas, mais si vous en mettez pas, c'est pas essentiel. Ne surtout pas prendre d'anti-inflammatoires. Par automédicamentation, faut vraiment pas, si vous avez mal, prendre un Doliprane, mais surtout pas d'anti-inflammatoire, ça nuit à la cicatrisation. S'il vous plaît, allez consulter un professionnel de santé, car une lésion musculaire mal soignée, c'est comme une entorse mal soignée, c'est source de récidive et c'est nuisible, c'est nuisible à court et moyen terme. Faites en sorte de vous faire prendre en charge, que le métabolisme est rapide, ça va vite, ne sera pas pour longtemps, et que ça garantira une meilleure reprise avec un risque diminué.
Et puis surtout, dites-vous une chose, encore une fois, c'est la bonne gestion de votre entraînement, que ça soit d'un point de vue quantitatif, qualitatif. Donc faites-vous accompagner par des professionnels pour que votre entraînement soit bien structuré. L'entraînement lui-même, mais en tenant compte aussi de choses essentielles à côté, comme pour beaucoup, à savoir votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie biopsychosociale, parce que c'est des charges inhérentes, bien manger, bien dormir, et qu'en faisant tout ça, le risque de blessure musculaire ou autre diminue fortement. Donc prenez soin de vous, pratiquez du sport, parce que ça c'est important, et si possible faites-le et faites-le bien, et que si vous vous blessez, faites en sorte d'être encadré par des professionnels aguerris en lien avec le sport que vous pratiquez et des gens qui sont à votre disposition, à savoir qui ont des créneaux d'urgence pour vous recevoir rapidement. Eh bien, merci Alex pour tous ces conseils. C'était encore un plaisir d'enregistrer cet épisode consacré aux blessures musculaires. Et puis, je te dis à une prochaine fois parce que j'aurai sans doute d'autres sujets à venir discuter avec toi. Avec plaisir, Seb. À bientôt. Au revoir à tous. Et pour vous, chers auditeurs, eh bien, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.